Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good morning. Le président, bonjour. Avant de donner la parole à la défense de M. Blé-Goudet et prenant comme hypothèse que la défense de M. Blé-Goudet n'aura pas besoin de plus de 2 volets d'audience comme les autres équipes, sachez que la Chambre aimerait citer le témoin 583 pour la séance de l'après-midi. Nous aimerions le faire, mais bon, Monsieur MacDonald, le témoin est en congé, revient ce week-end. C'est fort malheureux, mais nous ne pensions vraiment pas que la déposition du témoin actuel irait si vite. Le président, eh bien, merci, nous sommes fixés maintenant. Et je donne la parole à la défense de M. Blé-Goudet. Maître Knopf, bonjour Monsieur le Président. C'est Maître Bougnon qui va poser les questions au témoin. Et ensuite, je lui poserai des questions. Et sachez que nous en aurons à peu près pour 1 volet et demi d'audience. Le Président, eh bien, je vous remercie. C'est vraiment fort malencontreux que le témoin 583 ne soit pas disponible cet après-midi. Maître Bougnon, c'est à vous. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Madame, Messieurs de la Cour. Bonjour, Monsieur le témoin. Bonjour, monsieur. Je suis Maître Jean-Serge Bougnon, avocat au barreau de Côte d'Ivoire, membre de l'équipe de défense de M. Charles Blé-Goudet. Je vais, comme les autres, vous poser des questions de précision. Comme ça fait déjà 2 jours que vous avez répondu à beaucoup de questions, on va essayer d'être précis et concis. Donc, écoutez attentivement mes questions. Attendez que je finisse. Et puis après, vous pourrez répondre pour ne pas que on parle ensemble. Monsieur le témoin, d'après vos différentes déclarations, votre repos maladie a duré de août 2010 jusqu'à l'arrestation de M. Gbagbo. C'est exact? Oui, c'est très exact. Dans cette période d'août 2010 à avril 2011, vous arrivait-il de dormir au camp Akwedo? Je ne suis pas de service. Pourquoi je vais dormir au camp? J'ai ma maison, je dors chez moi. Monsieur le témoin, s'il vous plaît, répondez à mes questions. Est-ce qu'il vous arrivait dans cette période de repos maladie de dormir au camp Akwedo, oui ou non? Ce que je vous ai donné là n'est pas une réponse. J'ai dit je dors chez moi. Vous avez affirmé être allé à l'ancien camp Akwedo dans votre période de repos maladie, juste 3 fois pour récolter des tubercules de manioc. Je fais référence à la page 25 du transcript du 29 août 2017. C'est exact? Non, vous avez mal interprété. Sinon, je vous ai dit dans la période de difficulté, c'est-à-dire après les élections où il y avait des problèmes en Côte d'Ivoire et qu'il y avait près de 11 camarades militaires qui habitaient chez moi,
la nourriture venait à manquer parce que mes réserves étaient juste pour ma famille. Et comme on était nombreux, il n'y avait plus à manger. Voilà comment on allait chercher des tubercules de manioc. Pas de août de 2010 jusqu'à que je suis allé chercher des tubercules de manioc. Je ne suis pas un voleur de manioc. Merci. Monsieur le témoin, quand vous dites après les élections sont finies en novembre 2010, est-ce à dire que c'est après novembre 2010 que vous êtes allé 3 fois à l'ancien camp Kouedo? Bon, je ne sais pas ce que vous recherchez au juste, mais je suis précis dans mes propos là. Je vous dis que c'est dans la période où il y avait des difficultés en Côte d'Ivoire parce que M. Gbagbo disait que lui, il a gagné. M. Ouattara disait que lui, il a gagné. Et la Côte d'Ivoire avait des difficultés. Personne ne pouvait sortir. Tout était compliqué. La période de guerre, c'est de ça que je vous parle. C'est là que des amis sont venus habiter chez moi. Ne confondez pas. Ou bien je ne sais pas, vous voulez me dire ce que je n'ai pas dit. Cette période de guerre-là, à votre connaissance, elle commence quand? Janvier, février, mars? C'est ce que je veux savoir. Elle commence à quel moment, à votre connaissance? En janvier, en février, en mars? C'est ce que je vous demande. Vous êtes ivoirien, vous le saviez mieux que moi. Monsieur le témoin, vous pouvez dire que vous ne savez pas, mais vous devez répondre à la question. Ce que vous appelez période de guerre, ça commence en janvier, en février ou bien en mars? Bon, moi, je ne sais pas ce que vous cherchez, mais sinon, vous connaissez où la période où la guerre a commencé. Moi, je n'ai pas ça en tête. Voilà. Mr. Le président. Monsieur le témoin, vous avez dit précédemment la Côte d'Ivoire a connu des temps difficiles. Personne ne pouvait sortir. Tout était très difficile. Je vous parle de la période de guerre. Alors la question est la suivante. Pour vous, quelle est la période de guerre? Quand est-ce qu'elle a commencé? Donc, pour vous, quand est-ce que c'était cette période de guerre? C'est la question que vous a posée Maître Bougnon. C'est dans le mois de mars jusqu'à l'arrestation de M. Gbagbo. OK, thank you very much. Maître Bougnon. Merci. Président, merci. Maître Bougnon, reprenez. Monsieur le témoin, hormis la recherche du tubercule de manioc dans cette période de guerre que vous venez de placer en mars, êtes-vous, pour une autre raison, allé au camp Kouedo? Oui, je suis allé pour une autre raison au camp, mais ça, c'est après l'arrestation de M. Gbagbo. Ça, c'était juste le 12 avril. Le matin, je suis allé au camp, oui. Je parlais de avant l'arrestation. Donc, avant l'arrestation, si je comprends bien, avant l'arrestation, à part le tubercule de manioc que vous allez chercher de temps en temps, vous n'êtes pas allé au camp à l'ancien camp Kouedo? Non. Les fois où vous y êtes allé, et là je prends toute la période à partir de août, où vous étiez en repos maladie, les fois où vous y êtes allé, vous avez déjà dit que vous n'y dormiez pas. Est-ce qu'il vous est arrivé d'y rester tard dans la nuit? D'abord, peut-être que vous ne savez pas comment fonctionnent les casernes militaires. Sinon, au camp militaire, quand il est déjà
17h30, tout le monde va au rassemblement. Après le rassemblement, chacun rentre chez lui. Non, si moi, il reste là-bas tard dans la nuit, c'est pour causer avec qui? Je ne reste pas là-bas tard dans la nuit. Je rentre chez moi. Surtout que j'habite à Kwedo village, qui est à un pas du camp. Donc, je ne peux pas rester au camp tard dans la nuit. Ce n'est pas possible. Et donc, si je comprends bien, au plus tard à 17h ou bien avant 17h, puisque vous étiez de repos maladie, vous rentrez chez vous. Bien sûr. Je vais vous lire votre déclaration que vous avez faite ici le 29 août 2017. Je fais référence au transcript édité du 29 août 2017, page 68, à partir de la ligne 24. Parlant de M. Hatsin, vous dites « Le soir, ouvrez les djemés. Le soir, il vient. Il gare entre le magasin d'armes et le réfectoire. Il y a 2 personnes que moi, j'ai bien remarquées. Kwadjo Adjayi Blaise et aujourd'hui, il est à la force spéciale. Même Etalo. Lui, aujourd'hui, il est garde du corps du ministre Adjoumani. Voilà, ces 2-là, régulièrement, montaient avec lui. Ça, c'est totalement le soir. Et puis, ils sortent. Mais c'est le lendemain matin, ils viennent. Voilà, fermez les djemés. Monsieur le témoin, ma question est celle-ci. Si vous ne restez pas à l'ancien camp à Kwedo tard, vous partez avant 17h, comment est-ce que vous avez pu remarquer ce que je viens de lire? Monsieur l'avocat, le soir, à votre avis, le soir se termine à quel moment de la journée? Le soir c'est 17h, le soir c'est 17h30. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous voulez me... Sinon, je dis bien le soir. Parce que l'armée, la garde, commence à se mettre en place à partir de 16h. C'est déjà le soir chez nous. Donc le soir dont je te parle, effectivement, c'est le soir. Le soir, c'est 17h. Le soir, c'est 17h30. Je ne sais pas quelle petite bête vous voulez chercher pour me faire dire autre chose. Donc, monsieur le témoin, vous êtes en train de me dire qu'à cette époque, M. Hatsin, qui était détaché auprès du Premier ministre Akembo, venait mener ses activités là, à 17h. Et c'est 17h que vous appelez carrément totalement le soir. Vous avez dit totalement le soir dans votre déposition. C'est ce que vous voulez dire? Sinon, le capitaine Hatsin, à cette époque, habite le camp d'abord. Donc, effectivement, à ces heures-là, il vient, il gare et les 2 la montent avec lui. C'est le soir. Au moins, si je vous disais la nuit, là, ce que vous dites là, on peut comprendre. J'ai dit le soir. Je ne sais pas ce que vous ne comprenez pas. Et le matin, vous étiez aussi là quand il revenait? Oui, mais quand je reviens au camp, soit même à 9h, 10h, je les trouve, ça veut dire qu'ils sont arrivés le matin. Et donc, il allait chez le Premier ministre à quelle heure? Là, je ne sais pas. Merci, monsieur le témoin.
Je voudrais vous présenter, vous vous rappelez avoir fait un croquis quand les membres du bureau du procureur vous ont interrogé à Abidjan. Vous avez fait un croquis, vous vous rappelez avoir fait un croquis de l'ancien camp Akwedo, n'est-ce pas? Bon, et ça fait longtemps, donc c'est possible que je l'ai fait. J'aimerais qu'on présente le document CIV OTP 0043 0506. C'est un document confidentiel. Vous voyez le document? Oui, je vois. Vous avez dit que dans la période de guerre, vous alliez prendre des tubercules de manioc, n'est-ce pas? Je dis oui. Sur le croquis que vous voyez, est-ce que quand on est au champ de manioc, on peut voir l'entrée comme terre, par exemple? On ne peut pas voir, puisque le champ de manioc se trouve entre l'école primaire et le village d'Akwedo. Or, l'entrée comme telle, c'est tout à fait en haut ici, on ne peut pas voir. Le lieutenant Akapia, qui, d'après vos propos, avait pris possession du camp à un moment donné quand le commandant Melbrice a dit aux hommes de partir. Il avait pris ce camp où? Par rapport au croquis que vous avez, qui est dessiné ici. Mais c'est où c'est mis premier BCP là, c'est ça qu'il a pris. Les gens, tous ceux que vous avez décrits, qui se trouvaient au camp, ils étaient où? Sur le croquis que vous venez de dessiner, que vous avez dessiné. Je vous voyais bien l'école du camp. J'ai écrit là l'école du camp. Et j'ai dit il y a d'autres qui étaient dans l'école du camp, d'autres étaient dans le premier BCP, d'autres étaient devant les maisons familles, puisque le camp était vide. Toutes les familles avaient déménagé. Ils étaient un peu partout. Mais du champ de manioc, vous ne pouvez pas voir tout ça, n'est-ce pas? Là, je m'inscris en faux. Comment vous le saviez? Vous pouvez répondre à ma question, s'il vous plaît? Oui, mais j'ai répondu à votre question. If he said, excuse me, Le président, s'il dit « je ne suis pas d'accord », c'est une réponse. C'est une réponse. C'est un peu comme un non. C'est comme s'il disait « non, vous vous trompez ». Et donc, du champ de manioc, vous voyez quoi exactement? Vous voyez l'école du camp. Qu'est-ce que vous voyez? Parce que vous avez dit tout à l'heure que vous ne pouvez pas voir. Vous avez dit que vous ne pouvez pas voir, par exemple, l'entrée comme terre, le premier BCP. Qu'est-ce que vous pouvez voir du champ de manioc où vous êtes? Vous savez, quand je vous dis qu'on ne peut pas voir l'entrée comme terre, effectivement, il y a des bâtiments.
Mais l'école, on peut la voir, puisque le manioc, là, ce n'est pas un espace touffu. Et puis, à côté de ça, il y a plusieurs personnes qui vont et viennent du village et du camp. Donc, la présence des rebelles, comment dirais des miliciens et des libériens n'est pas secret. Ce n'est pas quelque chose qui est caché. C'est quelque chose de visible. Ce n'est pas un secret. Voilà, on n'a pas besoin de microscope pour vérifier ça. C'est visuel. Je ne sais pas où vous voulez m'emmener, mais sinon, ce n'est pas un secret. Vous le saviez comme moi-même. Monsieur le témoin, de quel mal ou mot souffriez-vous au juste pour vous voir délivrer un certificat médical? Ça n'a pas d'importance ici. Je n'ai même pas besoin de parler de ça. Ce n'est pas de ça qu'on est venu parler. And we already know. Le président, nous le savons déjà. Il en a déjà parlé. Yeah, I can imagine, but did Je m'en doute bien. Mais en a-t-il parlé ou n'en a-t-il pas parlé? in the mouth? Je ne veux pas lui mettre les mots dans la bouche. Je sais parfaitement ce qui est consigné au compte-rendu. Ce qu'il a écrit. J'ai fait référence au transcript édité du 29 août 2017, page 60, à partir de la ligne 2. Quand l'accusation vous a demandé de quel mot vous souffriez, vous avez répondu, je cite, « Effectivement, en mars 2000, en mars 99, j'ai eu une rupture du tendon d'Achille à Boaké. » Vous vous rappelez de ces propos? C'est moi qui l'ai dit, oui. Je vais vous lire ce que vous avez dit lorsque les membres du bureau du procureur vous ont interrogé. Je vais lire la déposition du témoin CIVOTP 0043 0461, page 0490, paragraphe 116. En mi-janvier 2011, je cite, excusez-moi, en mi-janvier 2011, en fait, je suis allé à l'infirmerie et j'ai obtenu un papier qui m'exonérait à cause de mes problèmes avec ma colonne vertébrale. Monsieur le témoin, à la barre ici, quand l'accusation vous a posé la même question, vous avez dit que vous aviez des problèmes de tendon d'Achille. Au bureau du procureur, vous aviez dit que vous avez un problème de colonne vertébrale. C'est pour ça que je vous avais demandé quel était le mal que vous aviez au juste. Tout ça sont des maux dont je souffre. J'ai des documents pour ça. Merci, monsieur le témoin.
C'est donc pendant ce repos maladie, pendant que vous aviez tous ces mots, que vous êtes allé accompagner les cadres du PDCI dans la campagne, n'est-ce pas? Oui. D'ailleurs, même, je vais vous préciser quelque chose. Je faisais même exprès parce que je ne veux même pas participer à ces choses où on fait et puis on ne reconnaît pas là. Je ne veux pas participer. C'est pourquoi même que je prenais ce repos médical. Si vous voulez l'entendre, je vous le dis. Je faisais exprès parce que je ne voulais plus participer à ces choses qu'on fait et puis on n'est pas reconnu. Ou on dit non, vous n'avez pas gagné la guerre. Voilà, je ne voulais plus participer à ce genre de choses. C'est pourquoi que j'ai fait exprès. Si c'est ce que vous voulez entendre, je vous le dis. Voilà, allons-y. Merci, monsieur le témoin, pour ces précisions. Voilà. Monsieur le témoin, on va revenir, on va avancer. On va revenir aux différents recrutements. Vous avez décrit le recrutement tel qu'il se faisait à votre époque. C'est-à-dire au moment où vous êtes entré dans l'armée. Je fais référence je vais pas lire, je fais référence au transcript édité du 29 août 2017, page 70, ligne 24 à 28 et page 71, ligne 1 à ligne 11. Ma première question est celle-ci. À cette époque, à votre époque, est-ce qu'il s'agissait simplement d'un recrutement dans l'armée? À notre époque, effectivement, chaque 6 mois, le président Houphouët-Boigny recrutait les jeunes dans l'armée qui séjournaient 24 mois et certains étaient retenus et d'autres allaient en vie civile avec un certificat de bonne conduite qui leur permettait d'exercer dans les différents endroits. Voilà, jusqu'à arriver en 1990, nous étions encore appelés. Nous étions dans la durée légale, c'est-à-dire dans la période des 24 mois. Et il y a eu la mutinerie de 90. Et les mutins ont demandé à Houphouët d'être engagés. Et c'est comme ça que nous sommes restés dans l'armée. Et à partir de là, le président Houphouët, sachant que l'effectif qui était présent là était costaud, il a arrêté le recrutement pour un certain moment. Voilà. Donc, voilà ça. Mais c'était aussi à cette époque-là, le service militaire, n'est-ce pas? Ça n'était pas, comme vous venez de le souligner, je voudrais que les choses soient claires. Comme vous venez de le souligner, tous ceux qui partaient faire je ne sais pas comment vous appelez, tous ceux qui étaient, parce que c'était à la majorité, entre 18 et 22 ans, tous ceux qui venaient ne restaient pas dans l'armée, n'est-ce pas? Oui, bon nombre ne restait pas. Ne restaient que ceux qui voulaient, n'est-ce pas? Excuse me. Le juge président, un instant, je vous prie. Nous n'avons qu'une sténotypiste aujourd'hui pour la langue anglaise. Par conséquent, il faut la ménager. Donc je vais vous demander de ne pas vous couper la parole et d'observer une petite pause de 2 à 3 secondes entre vos propos respectifs. Madame Pack, Monsieur le Président. Le Président, vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit? Madame Pack, si, tout à fait. Donc les références qui viennent d'être mentionnées par mon collègue, eh bien je n'ai pas pu les retrouver. En particulier la toute dernière, donc je lui demanderai de bien vouloir ralentir lorsqu'il donne les références. Le juge président, nous allons par conséquent ralentir un petit peu et essayer de ne pas nous couper la parole, sinon je devrais intervenir à nouveau. Voilà, nous pouvons reprendre. Merci, Monsieur le Président.
Cher consoeur, je vais y revenir si je retrouve la référence, ou bien je la relirai. Et donc, comme on se le disait, ce n'était pas seulement qu'un recrutement, c'était aussi un service militaire, c'est ça? Bon, je ne sais pas quelle différence vous faites entre le recrutement et le service militaire, parce que quand on recrute, c'est pour aller faire le service militaire. Moi, ce que j'ai déploré dans les derniers recrutements, Non, c'est... s'il vous plaît. Ah, ok. S'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas, on va arriver au dernier recrutement. Ce que je voulais savoir, à cette période en Côte d'Ivoire, est-ce qu'à la majorité, on était obligé de faire le service militaire? On n'y allait pas par contrainte, mais ça prenait beaucoup de jeunes. Sinon, ce n'était pas par contrainte. Nous ne sommes pas allés par contrainte. Nous sommes allés avec notre volonté. Ok. Tant est-il que, après vous, ou du moins après vous, après la mutinerie, ça s'est arrêté, cette manière de faire, n'est-ce pas? Oui. En 2002, vous étiez soldat de rang, n'est-ce pas? En 2002, j'étais caporal-chef. Ok. De par votre position et grade, est-ce qu'à cette époque-là, vous connaissiez l'état des effectifs des forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire? Quand je dis l'état des effectifs, ça veut dire que armée de terre, armée de l'air, les malades, ceux qui doivent aller à la retraite, en fait l'ensemble global de l'état des effectifs. Est-ce qu'à cette époque-là, par vos grades de rang, vous pouviez connaître cet état des effectifs? Mais ça ne m'intéressait pas, c'est tout. Sinon, si ça m'intéressait, j'allais le savoir. Donc, si je comprends bien, vous ne le saviez pas? Non. Depuis que vous êtes entré dans l'armée en 89, je crois, jusqu'en 2002, avez-vous eu à faire une guerre quelconque? J'ai eu à canaliser le boycott actif de M. Gbagbo en 1995. Monsieur le témoin, je repose ma question. Je dis, entre 1989 et 2002, est-ce que vous avez eu à faire une guerre quelconque? Une guerre, je parle d'une guerre. Non, mais comme vous y avez ajouté le mot quelconque, c'est pourquoi que je vous ai répondu de la sorte. Sinon, je n'ai pas participé. Mais oui, je suis allé à la frontière du Libéria. Oui, de 89 à 2002, je suis allé à la frontière du Libéria. Je dis, est-ce que vous avez fait une guerre? Est-ce que vous avez fait une guerre? Est-ce que l'armée ivoirienne à laquelle vous apparteniez a fait une guerre? Non. Merci, monsieur le témoin.
À partir de septembre 2002, les villes comme celles d'Odiéné, Bouaké, Man, Korogo, Odiéné, Séguéla, etc. sont occupées par une rébellion. C'est exact? Monsieur l'avocat, vous savez, vous m'avez demandé tout à l'heure de 89 à 2002 si j'ai fait une guerre. Effectivement, ceux qui dirigeaient la République de Côte d'Ivoire savaient canaliser les choses. Voilà, savaient arrêter, savaient prendre les décisions. Monsieur le témoin, s'il vous plaît. Je vous en prie. Monsieur le témoin. Je vous en prie. Monsieur le témoin. Je vous en prie, vous pouvez me laisser parler. Monsieur le témoin, s'il vous plaît. Non, à vous, s'il vous plaît, laissez-moi parler. Mr. Le juge président, monsieur le témoin, je vais vous demander de bien vouloir répondre aux questions qui vous sont posées. Même si elles ne vous plaisent pas, vous devez y répondre. Et ne pas entrer dans un débat avec le Conseil. Vous êtes ici pour nous dire un certain nombre de choses, pour nous exposer des faits, et pas pour parler politique. D'accord? Donc veuillez répondre aux questions qui vous sont posées, et je serai également extrêmement vigilant de mon côté afin que ces questions vous soient correctement posées. Maître Bougnon, poursuivez. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, je vais répéter ma question. Je disais, à partir de septembre 2002, des villes comme Odiéné, Korogo, Bouna, Man, Odiéné, Séguéla, etc. sont occupées par une rébellion. C'est exact? Oui, c'est exact. Est-ce que je peux affirmer que c'est une situation que l'État de Côte d'Ivoire, que l'armée de Côte d'Ivoire n'avait jamais vécue auparavant? Oui, parce que ceux qui les dirigeaient savaient canaliser les choses. Et donc, on peut parler aisément de période exceptionnelle. Maître Bougnon, I was asked. Le juge président, Maître Bougnon, les interprètes viennent de me faire remarquer que vous devriez parler ou vous rapprocher du micro, sinon ils ont du mal à vous entendre. Merci, Monsieur le Président. Est-ce que, concernant cette même période, on peut parler de période exceptionnelle? De période exceptionnelle, s'il vous plaît. Exceptionnel dans quelle mesure? Le juge président, je suis d'accord avec lui. Savoir ce qui est exceptionnel, c'est quelque chose d'objectif. Ce n'est pas un fait, c'est un jugement. Monsieur le témoin, je vais vous lire. Je vais parler doucement. Je fais référence au transcript édité le transcript en real time du 30 août 2017, page 43. À partir de la ligne 8, je vais lire la question de mon confrère qui vous dit: et monsieur, est-ce que vous aviez le droit, vous des militaires, de prendre des armes qui appartiennent à l'État et de les amener dans votre maison? Votre réponse: effectivement, ce que vous dites pouvait être juste si on était dans un temps normal de la composition militaire.
Voilà ce que vous avez dit. Oui. Je viens. C'est pour cela que je dis, est-ce que à cette époque, comme vous le dites, on était dans un temps normal? On n'était pas dans un temps normal. Merci, monsieur le témoin. Vous avez affirmé tout au long de votre déposition ici que le contingent 2003 était un contingent en guillemets indiscipliné. C'est exact? Bon, ne me prêtez pas des mots. J'ai dit, le contingent 2003, effectivement, n'avait pas beaucoup de respect pour nous, leurs anciens. Mais je n'ai pas défini le mot indiscipliné. Voilà, parce qu'il faut dire ce que j'ai dit. Merci. Merci, monsieur le témoin. Je vais en venir au recrutement de 2010. Je vais commencer par lire vos déclarations ici. Transcript édité du 29 août 2017 à partir de la page 28, à partir de la page 75, ligne 28. Bon, je cite. Bon, en fait, les recrues de 2003 et les recrues de 2010, là, ce n'est pas la même chose. Parce qu'en 2010, effectivement, il y a eu un recrutement clandestin. Oui. S'il vous plaît, je n'ai pas fini. Il y a eu un recrutement clandestin où les jeunes patriotes partaient chercher des jeunes dans leur région pour venir leur faire une petite formation à Kakoro et les incorporer. Fin de citation. Monsieur le témoin, en Côte d'Ivoire, à cette époque dont on parle, qui initie les recrutements au sein de l'armée? Mais c'est le gouvernement. Well, actually, just for the... Le juge président, au fin du compte rendu, à cette époque, de quelle époque parle-t-on? De 2010 ou de 2003? Ça pourrait être les 2 années lorsque vous dites à ce moment-là ou à cette époque. 2010, monsieur le président. Excusez-moi. 2010. Sinon, j'ai répondu, j'ai dit c'est le gouvernement qui initie tout recrutement militaire. Ce n'est pas l'état-major des armées? Non. L'état-major est sous couvert du gouvernement. La preuve, le général se met au garde à vous devant le ministre. Je vais vous présenter
un document J'aimerais qu'on présente le document CIV OTP 00480330. La page suivante, s'il vous plaît. C'est bon, vous l'avez lu entièrement? Oui, je l'ai lu. Êtes-vous familier de ce genre de document? Mais c'est un message militaire. SEMA, FMCMA, c'est quoi? Ça veut dire c'est justement chef d'état-major des armées. MINIDEF, tout MINIDEF, c'est quoi? Ministère de la Défense. Please don't ask. Le juge président, cela me semble être évident. Ne posez pas ce genre de questions. Nous savons tous ce que cela signifie. Monsieur le Président, vous savez bien que souvent les évidences... On peut descendre le document, s'il vous plaît. À partir de ce document, est-ce qu'on peut bien dire que l'état-major des armées a formé des gens à Kakro dans la période de janvier 2011? Monsieur l'avocat, vous savez, ce message n'a rien à voir avec le communiqué qui convoque les jeunes à venir se faire incorporer. Ce message dit bien que les jeunes ont fini la formation et ils sont mis en route. Et il y a un groupe qu'on désigne en bas qui ne se sont pas présentés pour raison de maladie. Ça n'a rien à voir avec ce que nous parlions. On parle d'un recrutement clandestin. Vous me faites sortir un message émis par le chef d'état-major. Un chef d'état-major, il est sous couvert de celui qui l'a mis là. Non, il exécute ses ordres. Je ne sais pas où vous voulez m'emmener. Merci. Je vais lire, s'il vous plaît, dès à présent, le transcript édité T78 du 23 septembre 2016. Il s'agit du transcript du colonel Amisha
qui était le commandant en second de la garde républicaine. Page 49, ligne 20. Et je l'ai dit. Le juge président. Madame Pack. Monsieur le Président, c'est trop tard, mais... les propos de mon confrère identifient un certain nombre d'individus en faisant référence à des transcriptions qui ne sont pas appropriées selon moi. Donc j'interviens trop tard, mais on a déjà prononcé le nom d'une certaine personne. Le juge président, oui, votre intervention est tardive, mais vous auriez pu utiliser un nom ou un pseudonyme. Nous faisons toujours référence aux témoins en utilisant leur pseudonyme. Ligne 20, page 49. Et je l'ai dit, ces recrues ont été formés dans le centre d'instruction à Akakro. Et à l'issue de la formation, c'est moi-même qui ai présidé la proclamation des résultats. Ils ont eu un matricule et tous affectés à la garde républicaine. Page 51, ligne 24 à 25. Je dis, à partir de la ligne 24, je cite, « Je dis depuis 2004, il n'y a pas eu de recrutement à la garde républicaine. Le seul recrutement qui a eu lieu, c'est celui de décembre 2010. C'est le seul. » Page 50. S'agissant, page 57, à partir de la ligne 9, s'agissant de ce document, le document que je vous ai montré, ce document montre que c'est l'état-major donc qui a confirmé, sinon autorisé, donc cette formation à Akakro. Le Président, je ne vois pas où se trouve la contradiction entre ce qu'a dit le témoin ici et ce que vous nous citez à partir d'autres déclarations. Monsieur le témoin, excusez-moi, Monsieur le Président. Monsieur le Président, le témoin est là, je ne sais pas si on peut mener ce débat. Le témoin est là, je ne sais pas si on peut mener ce débat. No. Go ahead. Le juge président, veuillez continuer, mais en fin de compte, je veux savoir où vous voulez en venir. Même si ce n'est pas à la fin de vos questions, je souhaite savoir à un moment donné où vous souhaitez en venir. Monsieur le témoin, hormis la méthode de recrutement dont vous avez fait l'objet en 88-89 et que vous avez dit que cette méthode avait été arrêtée après. Parce que vous avez parlé de convocation. Vous avez dit que ça s'est arrêté après. Est-ce qu'à partir de ce que je viens de vous lire et des déclarations que je viens de lire, peut-on dire que ce recrutement-là était un recrutement clandestin? Je crois que monsieur l'avocat, vous et moi, peut-être nous ne parlions pas du même recrutement. Sinon, ce dont je parle,
effectivement, ceux qui ont été affectés après ce recrutement-là, au premier BCP par exemple, et au premier bataillon, ont été démobilisés. Voilà, on les a ramenés chez eux. Ils ne sont plus dans l'armée. Voilà, c'est peut-être pour la GR là qui sont restés, mais sinon, ce dont moi je parle, effectivement, quand le nouveau commandement a pris position, ils ont été démobilisés. Merci. Merci, monsieur le témoin. Vous nous avez parlé de l'incident qui a concerné votre neveu avec M. Zambi. Ma première question est celle-ci. Ce jour de décembre, où est-ce que votre neveu, où est-ce qu'il vous a trouvé? Non, mais peut-être que vous n'étiez pas là quand j'ai parlé. J'ai dit que j'étais chez moi. Mon neveu, il vivait avec moi. Je vivais avec lui à Yopougon et on a déménagé ensemble à Kouedo. À un moment donné, je l'ai mis dans la mécanique et il a refusé de faire la mécanique là. Et comme son père est décédé, son père a une plantation de cacao. Je lui ai dit, voilà, donc mon petit, voilà transport, retourne au village, tu vas t'occuper de la plantation de ton père. C'est comme ça que son oncle Zambi là, les a pris pour les envoyer à Abidjan pour qu'ils soient incorporés au sein des forces armées. Et aux alentours du camp d'Akouedo, il y a 2 postes de garde. On dit Zerbo du côté en venant après barrage et on dit Carrefour Akouedo du côté en venant d'Akouedo village. C'est le barrage qui est du côté après barrage là qui les a interpellés. Et quand ils ont fouillé dans leur véhicule, il y avait des munitions et des armes. Donc on les a conduits au camp. Et c'est comme ça, le lendemain matin, puisqu'il connaît mon numéro, et il m'a appelé. Et c'est là que je suis venu. Voilà comment j'ai parlé. Merci, monsieur le témoin. Et donc, vous venez de dire que on les a gardés la nuit et c'est le lendemain que votre neveu vous a appelé. C'est ça. Je vais vous lire la déclaration que vous avez faite ici. Je vais lire le transcript édité du 29 août 2017 à partir de la ligne 2. Les jeunes patriotes, je cite, les jeunes patriotes partaient chercher des jeunes gens dans leur région pour venir leur faire une petite formation à Kakuro et les incorporer. Voilà, moi j'ai eu cette information parce qu'il y a un jeune de chez moi qu'on appelait Zambi. Qui est venu avec 8 jeunes de mon village. Parmi eux, il y avait mon neveu. Donc, arrivé la nuit à Okwedo, lui, il les a laissés, il les a abandonnés. Donc, mon neveu les a conduits jusqu'à chez moi. Mon neveu là, il s'appelle Pado. Voilà. Mon neveu les a conduits jusqu'à chez moi. Voilà. Monsieur le témoin. Oui. Je ne sais pas ce que vous ne comprenez pas. Je ne sais pas ce que vous ne comprenez pas dans ce propos-là. Puisque eux, ils ne me connaissent pas, ces jeunes-là, avec qui il était. Parce que quand effectivement Zambi, ils ont résolu son problème d'armes et munitions, il est parti.
Donc ces jeunes-là sont restés avec moi, chez moi. Et j'ai découragé, je voulais les décourager, et tous. Mais il y a 2 parmi eux qui n'ont pas accepté de retourner au village. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Je ne sais pas ce que vous ne comprenez pas. Pourquoi vous réalisez ça? Et donc, la même nuit, votre neveu n'est pas resté en détention avec M. Zombie? Monsieur l'avocat, je n'ai jamais dit qu'ils étaient en détention. Parce qu'on les a pris pour les envoyer au camp. On ne les a pas mis dans un espace, on ne les a pas mis dans une cellule. Ils sont restés dans le camp jusqu'au petit matin. Et c'est là que mon neveu m'a appelé. Sinon, ce n'est pas dans la nuit là que je suis venu là. C'est ce que j'ai dit. Je ne sais pas, bon. En fait, même, je ne sais pas ce que vous recherchez. Posez-moi les bonnes questions. Vous êtes là, vous me traînez pour... Posez-moi les questions, je suis là pour répondre. Oui. Merci, monsieur le témoin. Tu vas continuer. Monsieur le Président, je vais passer la parole au professeur Knops pour continuer l'interrogatoire. Juge président, merci beaucoup, Maître Nbougnon. Maître Knops, vous avez la parole. Good morning, Mr. Witness. Maître Knops, bonjour, monsieur le témoin. Je m'appelle Alexandre Knops. Je suis au barreau du Royaume des Pays-Bas et je suis conseil pour monsieur Blégoudet. J'ai un certain nombre de questions supplémentaires par rapport à ce qui a été dit par mon collègue Maître Bougnon. Ma première question, monsieur le témoin, va porter sur la chose suivante. Vous nous avez expliqué que lors de la formation, en 2010, donc cette formation a été suivie par les recrues et qu'elle a été de courte durée. Cela figure à la transcription, page 85 du 30 août. Vous avez également dit qu'ils avaient eu une petite formation. Et cela est transcrit page 87 de la transcription d'hier. Alors, vous avez dit qu'en décembre 2010, il y a eu donc des personnes qui ont été recrutées et sa transcription, page 6 du 30 août, lignes 6 et 7, vous avez mentionné une personne, le nom d'une personne, M. Akoubé, qui, donc, selon vous, avait été un déserteur, et son fils, cela a été dit plus tard, est venu et donc était toujours soldat, toujours militaire, et même encore à ce jour, il est toujours militaire, et qu'il a donc été recruté pendant cette période de décembre 2010. Alors la question que je vous pose, monsieur le témoin, est-il vrai que malgré cette formation brève,
qui, avez-vous dit, a eu lieu en décembre 2010, eh bien, malgré cela, le fils de cette personne, de ce monsieur Akoubé, est toujours actuellement dans l'armée. Il est toujours militaire. Est-ce bien cela? Oui, puisqu'il est à la garde républicaine. So to be clear, it means Question. Donc, pour éclaircir les choses, cela veut dire que dans le cadre du nouveau régime qui a suivi avril 2011, eh bien, ce jeune homme qui avait reçu, d'après vous, une formation de courte durée, eh bien, ce jeune homme est devenu élément de l'armée et il l'est toujours. Est-ce bien cela? Est-ce bien vrai? Puisque nous, ceux qui étaient chez nous au premier BCP, au premier bataillon, nous les avons dénoncés. C'est ainsi qu'ils ont été démobilisés. Mais du côté de la GR, je crois qu'ils ne les ont pas dénoncés, donc ils sont restés. Nous, on a dénoncé ceux qui étaient avec nous. Donc, on les a démobilisés. thank you. That's Question. Merci beaucoup, c'est tout à fait clair. Ce que je veux dire, c'est que ce jeune homme a reçu, donc, de votre point de vue, la même formation, donc en décembre 2010, la même formation que vous aviez déjà qualifiée comme étant une petite formation. Donc, il appartenait au même groupe de recrues, n'est-ce pas, qui avait reçu cette formation courte. Bon, je ne saurais les situer parce que à cette époque de 2010, là, il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Beaucoup de choses. Effectivement, les choses ont commencé quand M. Gbagbo a constaté que les élections n'étaient pas à sa faveur, parce que c'est les militaires qui sont allés sécuriser les élections au nord. Hein. Voilà. Donc, ceux-là... I'm going to stop you. Question, excusez-moi, je vais me permettre de vous interrompre. Je suis moi-même officier. Donc, je vous demande simplement de répondre à la question que je vous pose. Et la question était la suivante. Ce jeune homme, le fils de Monsieur Akoubé, qui était donc une recrue et qui est maintenant toujours dans l'armée de Côte d'Ivoire, eh bien, avait-il participé au même processus de recrutement de décembre 2010? Vous avez dit qu'il avait été recruté en 2010. My second question, Mr. Question, merci. J'ai une deuxième question, monsieur le témoin, concernant votre déposition d'hier. Ça figure à la transcription, page 31 à 35. Il s'agit donc d'un exposé complet avec le témoin. Et à un moment, monsieur le témoin, vous dites que des jeunes se sont rendus chez vous en mars 2011. Et donc, parmi ces jeunes, il y avait même des personnes, des individus qui appartenaient au contingent Blé-Goudé, ou ce que l'on appelle le contingent Blé-Goudé. Alors, par deux fois, dans cette transcription, page 32 à 34 de la version en langue anglaise, vous les avez qualifiés de soldats, de militaires. Mais page 34, vous avez dit qu'ils n'étaient pas revêtus d'une tenue militaire. Donc, certains avaient seulement une partie de l'uniforme, d'autres des vêtements civils. Alors, monsieur le témoin, je souhaite vous poser la question suivante. Parmi ces jeunes qui d'après votre déposition, ont essayé de vous rendre visite pendant la nuit, eh bien, est-ce que parmi ces jeunes, y en avait-il ou y en a-t-il encore tous
qui sont des militaires qui sont dans l'armée. Je parle des jeunes qui sont venus vous voir en mars 2011. Parce que vous avez dit que vous les avez reconnus. Vous saviez qu'ils appartenaient au contingent Blé-Goudé de 2003. Alors, la question que je vous pose, une fois de plus, c'est que parmi ces jeunes qui sont venus vous voir à ce moment-là, en mars 2011, eh bien, ces jeunes-là sont-ils encore au sein des forces armées? Monsieur l'officier avocat, je crois que vous avez tout mélangé. Oui, parce que ce que moi j'ai dit, il y avait des miliciens et quelques jeunes du contingent Blé-Goudé qui passaient devant chez moi. Ils ont pillé toutes les boutiques d'Akwedo. Ils cherchaient à piller la boutique qui était devant chez moi. Mais comme chaque fois qu'ils passent là, ils nous trouvaient devant la porte. Nous aussi, on était en armes et on était là. Je n'ai pas dit qu'ils m'ont rendu visite de nuit. Mais j'ai dit, les nuits, ils se mettaient derrière notre bâtiment pour tirer des coups de feu. Voilà ce que j'ai dit. Understand, that's correct. Question, oui. Effectivement,